Chungkwon en John Bon Jovi est devenu une star en chantant des tubes comme Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name et Wanted Dead or Alive. Pendant des décennies, John Bon Jovi a été le garçon en or du rock, un homme dont la voix a alimenté les hymnes de stade et dont l'histoire d'amour avec sa chérie du lycée, Dorothea Hurley, semblait inébranlable. Mais en coulisses, la vie a pris une tournure dévastatrice. Après des années passées à ses côtés à travers la gloire, les scandales et le succès, Dorothea est maintenant confrontée à une réalité douloureuse. Avec le diagnostic déchirant de John qui plane sur leur monde autrefois parfait, la femme qui a juré de l'aimer à travers tout est forcée de lui dire au revoir d'une manière qu'aucun fan n'aurait jamais imaginée. Percée. Avant que le monde ne crie son nom sous les lumières des stades, avant que les vestes en cuir et les power ballads ne le transforment en un dieu du rock, John Bon Jovi n'était que John Francis Bon Jovi Jr., un enfant de Serville dans le New Jersey, qui poursuivait un rêve qui semblait trop grand pour les petites rues où il a grandi. Son histoire n'a pas commencé avec la gloire. Elle a commencé dans une modeste maison de classe ouvrière où la musique n'était pas qu'un simple passe-temps, mais un battement de cœur. Il est né à Perth Amboy, fils de John Francis Bon Jovi Sr., un marine devenu coiffeur, et de Carol Shay, elle-même ancienne marine, qui a ensuite travaillé comme fleuriste et a même porté le costume de Bunny de Playboy. Son père avait des racines italiennes et slovaques de Siaka, en Sicile, tandis que sa mère a apporté du sang allemand et russe dans le mélange. Ensemble, ils ont élevé John dans un foyer catholique sans jamais savoir que le garçon agité sous leur toit remplirait un jour des arènes à travers le monde. John aimait plaisanter sur son arbre généalogique. Il a admis qu'il n'était pas vraiment lié à Frank Sinatra, mais a confessé qu'il aimait la rumeur de toute façon. Et pourquoi pas, pour un enfant rêvant plus grand que son code postal, être lié au président du conseil d'administration, ne serait-ce que par mythe, ressemblait à une moquerie du destin. Il a navigué entre les écoles, d'abord St. Joseph High School à Matuchen, puis Sraville War Memorial High School. Toujours avec les yeux fixés sur quelque chose au-delà des manuels scolaires, la musique l'a attiré tôt. Et en 1974, il se frayait déjà un chemin, formant son premier groupe, Raise, et se présentant au concours de talent de l'école. À 16 ans, il a monté un autre groupe, Atlantic City Motorway, avec son ami David Bryan, qui allait plus tard s'asseoir au clavier en tant que membre fondateur de Bon Jovi. John n'était pas qu'un rêveur, c'était un hustler. Pendant que d'autres adolescents cherchaient des emplois d'été, il se faufilait dans les clubs du Jersey avec son groupe John Bon Jovi and the Wild Ones, se produisant dans des endroits comme The Fast Lane et assurant la première partie de groupes locaux préférés. En 1980, il avait un autre groupe, The Rest, qui réchauffait le public pour des artistes comme Southside Johnny et les Asbury Jukes. Les scènes étaient petites, les foules modestes, mais l'ambition de John dominait tout. Quand il ne jouait pas, il lavait les planchers au Power Station Recording Studio appartenant à son cousin Tony Bon Jovi. Chunk 2, c'était un travail ingrat, des courses, du balayage, le genre de travail qui le gardait près de la magie, mais toujours à l'extérieur. Puis vint un coup du sort. Pendant que le producteur disco Mekko enregistrait l'album de Noël Star Wars, John a eu la chance de se présenter au micro. Il a chanté R2D2, We Wish You a Merry Christmas, et juste comme ça, John Bon Jovi a eu son premier crédit professionnel. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. En 1983, il ne se contentait plus de la ligne de touche, il a appelé le bassiste Alec John Such, qui a fait venir le batteur Tico Torres. Le guitariste Richie Sambora s'est rapidement joint et aux côtés de David Bryan, ils ont créé la formation qui allait devenir Bon Jovi. Un an plus tard, leur premier album était sorti en 1986. Tout a explosé. Slippery When Wet n'a pas seulement vendu, il a conquis. Avec des hymnes comme You Give Love a Bad Name et Living on a Prayer qui rugissaient dans les charts et consolidaient leur place dans l'histoire du rock, les stades étaient maintenant leur terrain de jeu et John Bon Jovi était l'idole aux cheveux d'or menant la charge. Mais le succès a un prix. Le cycle incessant d'enregistrement et de tournée a failli les briser. Après les épuisantes tournées consécutives de Slippery When Wet et New Jersey, le groupe fonctionnait à vide, épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement.
16 mois sur la route les ont laissés vides. À la fin de la tournée au Mexique, ils ne se sont même pas donné la peine de se dire au revoir. Ils sont simplement rentrés chez eux, ne sachant pas s'il y aurait un autre album. Mais John ne s'est pas tourné les pouces. En 1990, il s'est essayé au métier d'acteur, apparaissant dans Young Guns 2 et a décroché l'or avec Blaze of Glory, une chanson qui lui a valu un Golden Globe. Peu de temps après, l'attrait du groupe est revenu en 1994 où ils se sont réunis pour Keep the Faith. Puis John est retourné dans les eaux en solo avec Destination Anywhere en 1997. La machine a continué avec Crush en 2000, Bones en 2002, Lost Highway The Circle et Beyond. Même après le départ de Richie Sambora en 2013, John a maintenu le moteur en marche, dirigeant le groupe vers Burning Bridges et This House Is Not For Sale. En 2019, Bon Jovi n'était plus seulement un groupe, c'était une institution. 15 albums studio, plus de 130 millions de disques vendus et plus de 2700 concerts dans 50 pays. Ils ne se contentaient pas de jouer de la musique, ils écrivaient la bande originale de Génération. En 2018, ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance qui semblait tardive mais inévitable. Et John, il n'a jamais cessé de se dépasser, les rôles d'acteurs ont continué à arriver. Chunk 3, Moonlight and Valentino, l'acteur principal, et Pay It Forward, où il a joué l'ex-violent d'Helen Hunt et des apparitions à la télévision dans In the City, Ally McBeal, The West Wing et même 30 Rock. Hollywood était une activité secondaire. Mais cela a prouvé une chose, John Bon Jovi était plus qu'une rockstar, c'était un conteur, un hustler, un survivant. Des planchers de studio de balayage aux arènes de balayage avec des hymnes, son parcours n'était pas seulement une question de gloire, c'était une question de courage, de réinvention et du genre de dynamisme implacable qui refusait de s'estomper. Même lorsque les lumières s'éteignaient, même lorsque l'épuisement s'installait, même lorsque la vie l'obligeait à faire une pause, John Bon Jovi n'est pas né une légende. Il s'est construit en légende pièce par pièce, accord par accord, jusqu'à ce que le garçon du Jersey devienne l'homme qui pouvait mettre le monde à ses pieds. Mais même les légendes ne sont pas à l'abri des fissures. Les fissures au sein du groupe. De l'extérieur, Bon Jovi a toujours semblé à toute épreuve le genre de groupe qui pourrait survivre à n'importe quelle tempête. Mais derrière les guitares rugissantes, les fractures se formaient déjà bien avant que le monde personnel de John Bon Jovi ne commence à s'effondrer. Pendant des années, John et Richie Sambora avaient été plus que des camarades de groupe. Ils étaient frères dans tous les sens du terme, des amis d'enfance qui ont grandi dans les mêmes hôpitaux et quartiers du New Jersey avant de conquérir le monde ensemble. Les fans les considéraient comme inséparables, l'équivalent rock and roll de Butch Cassidy et Sundance Kid. Mais en 2013, ce lien s'est brisé de la manière la plus inattendue. John s'est souvent souvenu de la façon dont cela s'est produit. Le groupe était à Calgary, déjà 21 spectacles dans leur tournée Because We Can, lorsque Richie ne s'est tout simplement pas présenté. Leur manager a annoncé la nouvelle tard dans la nuit et John s'est souvenu avoir pensé que c'était impossible. Il n'y avait pas eu de bagarre, pas de grosses disputes pour de l'argent, rien que quiconque puisse pointer du doigt. Richie venait de s'en aller. La réalité était plus dure. Les personnes les plus proches de lui ont admis qu'ils avaient vu les signes. Tiki Kotores a dit qu'il pouvait voir que Richie luttait à la fois avec la sobriété et le rythme de vie écrasant sur la route. John a admis plus tard qu'il aurait dû ralentir les choses au lieu de pousser le groupe à un rythme effréné. Richie lui-même expliquera plus tard que ce n'était pas une seule chose, mais une combinaison. Chunk 4. Un cycle créatif vicié, les tournées incessantes et l'attrait de sa fille, Ava, qui avait plus besoin de lui que la musique. Pourtant, pour John, c'était comme être abandonné en pleine bataille. Il a dû porter le groupe sur ses épaules, chantant et assurant les parties de guitare jusqu'à ce que Phil X intervienne. Hugh MacDonald a admis qu'il était plus triste que furieux. Tandis que Tico a décrit l'absence de Richie comme la première fois qu'il a craint qu'il n'y ait pas de fin heureuse pour Bon Jovi. Les années qui ont suivi n'ont fait qu'approfondir les fissures.
Richie a avoué plus tard qu'il s'était senti mis de côté lorsque quelqu'un d'autre avait enregistré une partie de guitare qu'il pensait aurait dû être la sienne et John a admis qu'il n'avait pas réalisé à quel point cela l'avait blessé. Richie l'a interprété comme un message que peut-être le groupe n'avait plus besoin de lui. Pour la première fois, il a commencé à croire qu'il serait mieux sans lui. Lorsqu'il n'a pas embarqué dans cet avion pour rejoindre la tournée, John et les autres n'ont pas eu d'autre choix que d'aller de l'avant. Annuler n'était pas une option. Des dizaines de milliers de fans attendaient chaque soir. Mais quelque chose dans l'ADN de Bon Jovi avait changé à jamais. Des années plus tard, dans la série documentaire Hulu Thank You, Good on Night, John et Richie ont réfléchi à tout cela. John a dit qu'il n'y avait jamais eu d'animosité, juste une triste vérité. Être dans un groupe de rock n'était pas une peine de prison à vie. Richie a dit qu'il ne regrettait pas d'être parti, bien qu'il ait regretté la façon dont il l'avait fait, et il s'est excusé auprès des fans. L'amour entre lui et John était toujours là. Mais il avait été marqué par le silence, la distance et le lourd tribut de la gloire. Et pourtant, en y repensant maintenant, ces fissures dans le groupe semblent étrangement familières. Tout comme Bon Jovi a autrefois surmonté le chagrin et la perte sur scène sans son guitariste principal, aujourd'hui l'épouse de John, Dorotha, est obligée de surmonter quelque chose de bien plus dévastateur à la maison. Le diagnostic qui plane sur lui a bouleversé leur monde privé. Et pour Dorotha, c'est une épreuve d'endurance qu'aucune lumière de scène ne peut adoucir. Les fissures que la gloire a autrefois exposées dans le groupe se reflètent maintenant dans la vie personnelle de John, sauf que cette fois, l'adieu auquel elle est confrontée pourrait être définitif. Mais voici la vérité sur John Bon Jovi. Les fissures n'ont jamais signifié l'effondrement. Les blessures qui ont presque paralysé John Bon Jovi. John Bon Jovi a toujours été un homme qui a refusé d'abandonner, ni à l'industrie, ni au temps, ni même à son propre corps. Chunk 5. En 2010, les fans au Newman Stadium l'ont vu de leurs propres yeux. Vers la fin d'un concert de 2h30 dans son état d'origine, le New Jersey, John s'est déchiré un muscle du mollet. La plupart des artistes auraient boité, laissé les lumières s'éteindre et mis fin à la soirée, mais pas lui. Il a serré la mâchoire, s'est appuyé fortement contre son pied de micro et a continué, déterminé à donner à son public chaque dernière note pour laquelle il était venu. Alors que le groupe se lançait dans Glad All Over, la blessure l'a frappé. Au moment où ils ont atteint le rappel Living on a Prayer, John boitait sur sa chaise, grinçant des dents à travers la douleur, avec un sourire qui était moitié défi, moitié réassurance. Il a dit à la foule que son muscle du mollet venait de lâcher, mais en a ri, disant qu'il avait encore une autre jambe. Puis, fléchissant son pied pour que les fans le voient, il a plaisanté en disant qu'il était vieux maintenant, mais toujours beau. Ce soir-là, le claviériste David Bryan a dû l'aider à quitter la scène en roulant un bras autour de lui comme un frère, guidant un autre à travers le feu. Ce n'était pas la première fois que John surmontait une blessure et ce ne serait pas la dernière. Le Circle Tour, sorti plus tard dans un film de concert, est devenu la plus grande tournée de 2010, rapportant plus de 200 millions de dollars. Même lorsque des tempêtes et des scènes glissantes lui ont causé une rupture du ligament du genou en 2011, John s'est présenté, il a enfilé une attelle, s'est fait opérer et a quand même joué dans des arènes bondées sans annuler une seule date. Pour le monde extérieur, il semblait indestructible, un homme dont la volonté était aussi forte que sa musique. Mais le temps a une façon de rattraper même les combattants les plus forts. Ces moments sur scène où il refusait de reculer devant la douleur semblent maintenant étrangement prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, John Bon Jovi est confronté à une bataille qu'aucun rappel ne peut réparer et qu'aucune lumière de scène ne peut masquer. Sa femme, Dorotha, la même femme qui l'a vu boiter à travers les stades et se remettre sur pied pendant des décennies, s'est maintenant obligée de le voir se briser d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Cette fois, ce n'est pas un muscle du mollet ou une rupture du genou qui le menace, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de bien plus dévastateur, le genre de diagnostic qui ne teste pas seulement l'endurance d'un artiste, mais la force d'une famille. Pour Dorotha, la femme qui l'a soutenue à travers chaque tournée, chaque scandale, chaque triomphe, le combat est passé du fait de suivre le rythme du chaos du rock'n'roll à la préparation à un adieu déchirant.
Et contrairement à ces nuits où il boitait mais riait, cette bataille ne comporte aucune blague, aucune foule pour l'encourager à travers la douleur. La relation durable de Jon Bon Jovi avec sa femme, avant les arènes, avant les disques de platine, avant le rugissement de 100 000 fans scandant son nom, il n'y avait que Jon et Dorasta, deux enfants dans une salle de classe du New Jersey. L'un d'eux, rêvant déjà plus grand que les murs de l'école, ne pouvait le contenir, et l'autre suffisamment terre à terre pour connaître la différence entre le fantasme et le courage. Elle était la plus discrète qui le laissait copier son test d'histoire. Il était le garçon aux cheveux sauvages et aux ambitions plus folles. Quelque part entre les regards volés et les plaisanteries d'adolescents, quelque chose de permanent a pris racine. Chunk 6. Jon a dit que l'attraction avait été instantanée. Dès qu'il a vu Dorothea Hurley, il a été accroché. Et des décennies plus tard, il jure toujours que rien n'a changé. Cela en soi est révélateur, car si le rock'n'roll est construit sur des moments forts temporaires et des adieux rapides, Jon et Dorota ont été la glorieuse exception. Une histoire d'amour qui a survécu à la gloire, à la tentation, au scandale et même au désespoir. Au moment où ils ont décidé de se marier, Jon n'était plus seulement le garçon d'à côté. Il était Jon Bon Jovi, le leader de l'un des plus grands groupes de la planète, vivant une vie tourbillonnante de singles et en tête des charts, de tournées mondiales et de manchettes sans fin. La plupart des couples se seraient effondrés sous ce genre de projecteur. Mais en avril 1989, avec un album et un single numéro 1, Jon s'est tourné vers Dorothea au milieu de leur tournée sur la côte ouest et a suggéré l'impensable. Pourquoi n'irions-nous pas tout de suite ? Il parlait de Vegas, du mariage, du fait de s'éloigner du cirque pendant une journée pour revendiquer quelque chose qui leur appartenait. Dorasta a pensé qu'il était fou, mais elle y est allée quand même. Ils se sont éclipsés tranquillement, n'ont rien dit à personne et ont dit « oui » dans une chapelle avec leur chauffeur de taxi comme témoin. Cela aurait dû être un moment de conte de fées, mais Jon a admis plus tard que presque tout le monde autour d'eux, de la direction à la famille, avait essayé de le gâcher. C'était trop impulsif, trop risqué, trop rockstar. Mais Jon et Dorota s'en fichaient. 35 ans plus tard, ils sont toujours mariés, preuve vivante que parfois les choix les plus fous sont ceux qui durent, non ? Le mariage n'était pas la fin de leur histoire, c'était la base. Au cours de la décennie suivante, ils ont élevé 4 enfants ensemble, Stephanie Rose en 1993, Jesse James en 1995, Jacob Jake en 2002 et leur plus jeune, Romeo, en 2004. Malgré la notoriété de Jon, ils ont essayé d'élever leurs enfants dans une relative intimité. Le projecteur était son fardeau à porter, pas le leur. Pourtant, des moments familiaux se glissaient dans le regard du public. Comme la fois où Stephanie, alors âgée de seulement 7 ans, a rejoint son père sur scène pour chanter « I've Got the Girl ». Des années plus tard, elle est revenue au micro à ses côtés à Las Vegas. Un rappel complet que peu importe la taille des arènes, son partenaire de scène le plus fier a toujours été sa fille. Jesse est devenu joueur de football à Notre-Dame avant de s'associer à son père pour lancer Hampton Water, leur marque de vin familial qui mélange tradition et une touche de rébellion. Jake a poursuivi une carrière d'acteur, se frayant son propre chemin, et a même fait les manchettes lorsqu'il s'est fiancé à la star de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Roméo, le plus jeune, a animé la vie à la maison. Pour Jon, la paternité a tout changé. Chunk 7. Il a admis une fois « Vous ne comprenez vraiment l'amour qu'après avoir tenu votre enfant pour la première fois, mais même avec la joie, il y avait des ombres. » En 2012, Stephanie a appelé ses parents depuis l'hôpital après avoir fait une overdose d'héroïne. Jon a décrit cela comme son pire moment en tant que père. Il s'est souvenu de la façon dont elle a essayé de le rassurer en disant « Je vais bien » avant d'expliquer ce qui s'était passé. Cela l'a ébranlé jusqu'à la moelle. La gloire, la richesse, rien de tout cela n'avait d'importance lorsque son enfant était en jeu. Ensemble, lui et Dorota ont traversé la tempête, soutenant le rétablissement de leur fille. Pour un couple qui avait déjà surmonté les pressions de la gloire, c'était un autre test de leur endurance et un de plus qu'ils ont survécu. Ce qui rend leur mariage extraordinaire, ce n'est pas seulement sa longévité, c'est la façon dont ils ont construit quelque chose de plus grand qu'eux.
En 2006, ils ont lancé la GBJ Soul Foundation, un organisme sans but lucratif voué à briser les cycles de la pauvreté et de l'itinérance. Cela a commencé modestement avec des maisons rénovées à Philadelphie, mais s'est transformé en un mouvement national. Leurs cuisines de l'âme sont devenues un symbole de compassion, des restaurants gérés par des bénévoles où les convives payaient s'ils le pouvaient ou avaient leur repas couvert s'ils ne le pouvaient pas. Dorata était le cœur de l'idée. Regarder les familles lutter pour se payer des repas de base l'a frappée de plein fouet et elle a refusé de rester les bras croisés. John lui attribue souvent sa vision, admettant que sa femme est la véritable épine dorsale de leur travail philanthropique. Ensemble, ils ont construit plus de 500 logements abordables et transformé la charité en un héritage. C'est un équilibre qu'ils ont maîtrisé. John sur scène, Dorothy dirige la famille et leur mission avec une force tranquille. Il n'a jamais prétendu être parfait. Dans des entrevues, il a avoué avoir manqué des anniversaires, des pièces de théâtre scolaires et des étapes importantes. Mais Dorata, dit-il, a compris la vie qu'ils ont choisie. Elle n'a pas seulement épousé un homme, elle a épousé le chaos d'un rêveur. Et d'une manière ou d'une autre, elle a tout maintenu ensemble. Au fil des ans, Dorothea a partagé des aperçus de la raison pour laquelle leur mariage fonctionne. À l'émission de Howard Stern, elle a admis que même si John était à 100% le gars le plus mignon du secondaire, elle n'était pas éblouie par l'idée de sortir avec un musicien avant de l'entendre réellement chanter. Ce n'est pas le groupe, le cuir ou le style de vie qui l'ont attiré, c'était sa voix, son talent, le cœur de ce qu'il était. Chunk 8. Sa famille, comme beaucoup d'autres, n'était pas convaincue. Qui parie sur une rockstar alors que les chances de stabilité sont pratiquement nulles? Mais Dorata n'a jamais hésité. Elle plaisantait en disant que lorsque les gens lui souhaitaient de bonnes chances avec ça, sa réponse était simple. Mon copain va être une rockstar. Elle y a cru quand peu d'autres l'ont fait et elle est restée quand beaucoup d'autres seraient en partie. John dit souvent que leur mariage fonctionne parce qu'ils ont toujours été ensemble. À travers la folie des tournées de stade, le chagrin des crises familiales, l'épuisement de la gloire, Dorata a été constante. Elle était son ancre lorsque le monde voulait l'emporter. Aujourd'hui, après plus de 3 décennies de mariage, leur lien ressemble moins à un conte de fées et plus à quelque chose de plus dur, de plus courageux et en fin de compte de plus inspirant. Ils ont vécu des sommets dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Des succès numéro 1, des arènes à guichets fermés, une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Mais ils ont également enduré le genre de bas que la gloire ne vous protège pas. Des frayeurs de dépendance, des crises familiales et la pression infinie de vivre sous le regard du public. Et maintenant que les problèmes de santé de John jettent une ombre sur leur monde, Dorota se tient à nouveau à ses côtés comme elle l'a toujours fait. La fille qui autrefois levait les yeux au ciel devant le garçon de groupe, au secondaire, est maintenant la femme qui se bat à travers le chapitre le plus difficile de sa vie. Leur histoire n'est pas une question de perfection. Il s'agit de persévérance, de loyauté et d'amour qui refusent de se briser. Parce qu'en fin de compte, Jon Bon Jovi est peut-être la rockstar, mais Dorata est la raison pour laquelle il a encore quelque chose qui vaut la peine d'être chanté. Pourtant, malgré toute leur résilience, rien ne les a mis plus à l'épreuve que le moment où le plus grand don de John, sa voix, a commencé à s'estomper. La femme de Jon Bon Jovi dit au revoir après son diagnostic déchirant. Depuis plus de 4 décennies, Jon Bon Jovi est la trame sonore d'innombrables vies. Sa voix a porté des hymnes comme It's My Life et Living on a Prayer à travers des stades remplis d'étrangers qui les ont chantés comme un évangile. Mais ces dernières années, cette même voix, le don qui a bâti son empire, a failli disparaître. En 2022, Bon Jovi a été hospitalisé et a subi une opération aux cordes vocales après des années de lutte en silence. Pour un homme qui avait bâti son identité sur le fait de chanter à plein poumon, le diagnostic a été écrasant. Une de ses cordes vocales s'atrophiait, une était aussi épaisse que mon pouce, a-t-il expliqué, l'autre était aussi mince qu'un auriculaire. Le déséquilibre signifiait que la corde forte repoussait la corde la plus faible sur le côté, volant la puissance de sa voix. « Mon arme était enlevée », a-t-il admis dans l'article de couverture de People en 2024. Et pourtant,
À travers chaque chagrin, chaque étape du rétablissement, il y avait une constante. Chunk 9. Dorothea Hurley, la chérie du lycée qui est devenue sa femme et sa plus féroce diseuse de vérité. En 2022, John se sentait déjà mal depuis des années, il a tout essayé. Laser, acupuncture, vitamines, collagène, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'espoir d'éviter le mot chirurgie. Mais les fissures se sont manifestées lorsqu'il était sur la route. Un soir à Nashville, après avoir tout donné à la foule, John est sorti de scène en croyant avoir bien fait. Dorota ne l'a pas laissé s'en tirer facilement, ce n'était pas génial, lui a-t-elle dit. Et je t'ai vu être génial. Ces mots ont coupé plus profondément que n'importe quelle critique. Ils étaient dévastateurs parce qu'ils étaient vrais. Pendant une seconde éphémère, John a entendu la seule phrase qu'il n'a jamais voulu entendre résonner dans son esprit. Il est temps de prendre sa retraite. Mais Dorota ne lui disait pas d'abandonner, elle lui disait de se battre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Les médecins lui ont dit la vérité. Cela faisait partie du vieillissement. Les plis vocaux s'amincissent et ne se ferment plus correctement. La seule solution s'il voulait continuer à chanter était la chirurgie. Alors, avec les encouragements de son ami Shania Twain qui avait subi la même intervention en 2018, John a finalement accepté. Il a appelé cela un lifting pour les cordes vocales. Les chirurgiens ont placé un implant de pointe pour renforcer le pli faible et ramener sa voix en équilibre. Pourtant, ce n'était pas de la magie instantanée. 2 semaines après, il a admis qu'il sonnait pire qu'il ne se sentait. Il n'était même pas autorisé à chanter pendant 3 mois. Mais Jon Bon Jovi n'a jamais été du genre à rester à terre. Il a travaillé avec des coachs vocaux, s'est engagé à faire des exercices quotidiens et a documenté ses progrès dans la série documentaire Hulu, Thank You Good Night, de Bon Jovi Story. Maintenant, près de 3 ans après l'opération, il dit « Chaque jour fait partie du processus de guérison. Chunk 10. Je suis capable de chanter. » Il a dit aux gens « Ce dont je ne suis pas nécessairement capable, c'est 2h30 par nuit, 4 nuits par semaine, mais j'aspire à retrouver ça. » Son camarade de groupe et batteur, Tico Torres, l'a dit plus crûment. Il atteint des notes qu'il n'a pas atteintes depuis qu'il était enfant. Nous sommes fiers de lui. Ce que l'épreuve a donné à John, ce n'est pas seulement sa voix, cela lui a donné une perspective. La chose qui me donnait tant de plaisir m'avait été enlevée, a-t-il réfléchi. La joie est quelque chose pour laquelle vous devez travailler, le bonheur est ce que vous en faites. Il ne s'agit plus de saisir le jour, il s'agit de l'embrasser. Je n'ai plus à frapper la vie au visage, je lui fais juste un câlin. Ce changement est partout. Dans le prochain album de Bon Jovi Forever qui sortira le 7 juin 2024, enregistré après son opération. Les chansons sont teintées de courage, de gratitude et de cette voix plus rauque mais toujours reconnaissable. Qu'est-ce qui compte vraiment dans une vie ? A-t-il demandé. C'est l'amour et la loyauté, c'est trouver des choses qui vous donnent envie de sortir du lit le matin. Pour John, cette réponse a toujours commencé avec Dorota. John dit souvent qu'il n'est pas un saint. Il a manqué des anniversaires, des pièces de théâtre scolaires, des anniversaires de mariage, les dommages collatéraux du fait d'être une icône du rock, mais Dorothea est restée. Elle a été là à travers les sommets de la gloire, le chaos de l'éducation de 4 enfants hors des projecteurs et les moments terrifiants comme en 2012 lorsque leur fille Stéphanie a failli mourir d'une overdose d'héroïne. John a admis une fois que c'était le pire moment de sa vie en tant que père. Mais encore une fois, lui et Dorotha y ont fait face ensemble. Elle est également l'architecte de leur philanthropie partagée. En 2006, le couple a fondé la JBJ Soul Foundation, créant des logements abordables et lançant des restaurants Soul Kitchen, où les repas fonctionnent selon un modèle de paiement si vous le pouvez. C'était l'idée de Dorotha, preuve du pouvoir tranquille qu'elle a toujours porté. Même maintenant, lorsque la voix de John faiblit, c'est Dorotha qui tient le miroir stable. Il n'y a personne de mieux qu'elle pour me dire la vérité, dit-il. Et cette vérité l'a sauvé plus d'une fois. Comme si la chirurgie des cordes vocales ne suffisait pas, John a fait face à une autre frayeur en 2021 lorsqu'il a été testé positif pour un virus contagieux juste avant une représentation en Floride. Les fans étaient déjà assis pour ce qui était censé être un spectacle acoustique intime lorsque les organisateurs ont annoncé qu'il s'était retiré. Heureusement, il était entièrement vacciné et ses symptômes étaient légers.
Je me sens bien, a-t-il assuré aux fans à l'époque, s'isolant jusqu'à sa guérison. Mais la situation délicate lui a rappelé une fois de plus la fragilité, la rapidité avec laquelle les choses peuvent être enlevées. Chunk 11. Dans Thank You Good Night, il y a un fil conducteur obsédant, la conscience de John que la fin de ses jours de tournée pourrait être proche. Il n'est pas prêt à prendre sa retraite, mais il est réaliste. Si je ne peux pas le faire à 102%, alors je dis « Merci et bonne nuit », a-t-il dit au producteur. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'acceptation. Pour un homme qui a autrefois vécu, pour conquérir la scène, il y a une étrange forme de paix, à savoir quand lâcher prise. Pourtant, il est plein d'espoir. Il veut repartir en tournée, il travaille sans relâche pour pouvoir un jour chanter pendant 2h30 par nuit, 4 nuits par semaine, sans compromis. Les fans prient pour la même chose. Au cœur de tout cela, les hauts de la gloire mondiale, les bas des batailles personnelles, les problèmes de santé, les triomphes. Il y a l'histoire d'amour qui a commencé dans une salle de classe du secondaire. Jon Bon Jovi et Dorothea Hurley sont mariés depuis 35 ans, mais ce n'est pas le genre de mariage qui roule, c'est le genre qui se débat avec les dures vérités, survit aux tempêtes et s'accroche plus fort lorsque la vie essaie de le déchirer. Tout le monde disait que ça ne durerait pas, c'est rappelé John une fois, mais elle est la colle. Elle a été dans le jeu tout le temps. Et c'est peut-être ça le secret. Pas les lumières des stades, pas les disques à succès, pas l'héritage d'une rockstar. Juste un homme et une femme qui se sont choisis chaque jour pendant 35 ans et qui continuent de se choisir encore. Parce que lorsque la voix s'éteint, lorsque la foule se calme, lorsqu'il est temps de dire bonne nuit, l'amour est ce qui reste. Quelle chanson de Bon Jovi est votre préférée? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.